Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 28 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Anna Tible. Bonjour Anna. Bonjour et bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci à vous Anna de venir nous voir dans Histoire en série où vous êtes Anna. D'abord, je vous présente doctorante contractuelle en sciences de l'information et de la communication au LAPSIC à l'université de Paris 13. Vous réalisez une thèse sur l'histoire de la profession de documentaliste audiovisuel. Donc, à ce titre-là, vous connaissez les images, vous êtes aussi fan de séries et ce qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui, c'est que vous êtes la première à venir à notre micro d'Histoire en série parler de séries italiennes. Ça manquait un peu, on avait fait des séries américaines, on avait fait des séries allemandes, pas mal, ou britanniques, mais pas encore de séries italiennes. Donc, vous êtes la première et j'en suis ravi. Alors, dites-nous tout, Anna, quelle est la série que vous voulez nous présenter aujourd'hui dans Histoire en série ? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une série italienne, en effet, qui s'appelle 1992. Et donc c'est une série qui a été mise en place à l'initiative d'un acteur italien assez populaire qui s'appelle Stefano Accorsi, qui est aussi relativement connu à l'étranger, en particulier en France, où il a tourné plusieurs films. Et donc cette série, elle est vraiment portée par trois scénaristes qui sont des habitués des séries italiennes. Donc Alessandro Fabri, Stefano Sardo et Ludovica Rampoldi, qui est notamment connu pour avoir participé à l'écriture de la série Gomorra. Donc pour la série, Stefano Accorsi s'est entouré d'actrices et d'acteurs qui sont d'ailleurs également reconnus en Italie. Et en particulier, un des acteurs qu'on a pu voir en France dans la mini-série Il Miracolo sur Arte, l'acteur Guido Caprino, et une actrice italienne, Myriam Leone, qui est aussi très célèbre en Italie. Alors pourquoi Anna, justement, cette série, à vous, personnellement peut-être, vous a intéressé en priorité ? Oui, alors moi, je suis personnellement très attachée à la culture et à l'histoire italienne, et donc forcément, je m'intéresse à toutes les créations audiovisuelles qui peuvent être mises en place dans le pays. Et puis là, c'est vraiment une série qui s'attachait à une page qui est relativement sombre dans l'histoire contemporaine de l'Italie. Et puis, du coup, c'était quelque chose qui me paraissait assez original et assez intéressant à aller voir de plus près comment les Italiens peuvent représenter donc cette page sombre de leur histoire à travers le format de la série, sachant que donc cette page de l'histoire italienne, c'est l'histoire de la montée au pouvoir de Silvio Berlusconi, dont on observe tout au long de la série la montée en puissance dans le domaine économique, dans le domaine médiatique, et puis surtout dans le domaine politique en Italie entre 1992 et 1994, puisque 1994, en fait, c'est son arrivée au pouvoir en tant que président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre en France. Alors justement, Anna, pourquoi est-ce que cette série s'appelle 1992 ? Pourquoi est-ce qu'elle commence précisément cette année-là ? Alors, elle commence en 1992. En fait, c'est une série qui a été conçue pour durer sur 3 saisons. Donc, chacune des saisons représente une année civile. Donc, 1992, c'est la première saison. 1993, ce sera la deuxième. Et 1994, la troisième. Et elle commence en 1992, puisque 1992, en fait, c'est une année charnière qui va vraiment bouleverser la vie politique de l'Italie contemporaine. C'est l'année en fait où est mis en lumière un scandale qu'on appelle Tangentopoli, ça veut dire en gros la cité des pots de vin. Et c'est un scandale qui met à jour des histoires de corruption qui mettent à mal les partis traditionnels, les partis gouvernementaux italiens, qui sont accusés en fait d'avoir touché d'importants pots de vin de la part d'industriels italiens dans le cadre de marchés publics. Et suite à la découverte de ce scandale qui est vraiment énorme, il y a une opération judiciaire qui va se mettre en place et qui va dévoiler que de nombreux hommes politiques haut placés sont touchés par ces scandales. Et cette opération judiciaire, on l'appelle Manipulité. Et entre 1992 et 1993, il y a énormément d'hommes politiques, donc haut placés, qui vont tomber, notamment parmi les plus célèbres, le socialiste Bettino Craxi, qui était membre du Parti socialiste italien et qui avait été président du Conseil
pendant de nombreuses années pendant la décennie des années 1980 et qui était encore député européen en 92 quand il a été mis en cause. Donc ça, c'est vraiment, 1992, c'est vraiment une année de rupture en fait pour le système politique italien, parce que toute la sphère politique est touchée. Et puis, la sphère économique est aussi touchée, puisque les plus puissants industriels italiens sont aussi mis en cause, bien sûr, par ces affaires de corruption. Donc, la série 1992, elle retrace vraiment 3 années qui ont bouleversé l'histoire de l'Italie contemporaine, de 1992, donc la date de la mise en lumière du scandale Tangentopoli, à 1994, qui est la date de l'arrivée au pouvoir politique de Silvio Berlusconi, qui est facilitée par ce contexte de bouleversement en Italie. Alors justement, pour ceux qui voudraient, suite à votre intervention dans Histoire en série, voir la série, où est-ce qu'on peut la retrouver? Est-ce que c'est une série plutôt confidentielle ou au contraire c'est une série qui a été relativement primée en Italie? Comment est-ce que le contexte de production s'est fait, Anna? Alors c'est un peu entre les deux, parce que c'est une série qui est quand même qui a été produite qui a été produite par le groupe Sky Italia, qui est donc un groupe audiovisuel italien. Et elle a été diffusée d'abord sur une chaîne privée payante qui s'appelle Sky Atlantic. C'est donc une chaîne à laquelle il faut s'abonner pour y avoir accès. Donc, on ne va pas dire que c'est une série très grand public. Elle n'est pas diffusée sur les plus grandes chaînes italiennes, mais c'est quand même une chaîne qui est très regardée. C'est un peu l'équivalent d'OCS en France. C'est une chaîne où on va vraiment aller pour regarder des séries télévisées. Et c'est une série aussi qui avait quand même pour objectif de viser un public relativement large, dans le sens où elle a été présentée pour la première fois au Festival du film de Berlin. Donc, dans l'objectif ensuite d'être diffusée dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'ensuite, elle a été, après avoir été diffusée en Italie, elle a très rapidement été diffusée à l'étranger, dans une centaine de pays, et donc en France notamment sur la chaîne OCS. Et finalement, elle a quand même eu un réel succès lors de sa diffusion en Italie, puisqu'elle était diffusée en access prime time, et elle a fait d'importantes audiences. En Italie, par épisode, on comptait environ 1 million de téléspectateurs, ce qui était le triple du nombre de téléspectateurs devant House of Cards. Donc c'est quand même relativement important. En France, Anna, où est-ce qu'on peut la retrouver, cette série-là? Oui, alors en France, du coup, elle a été diffusée sur la chaîne OCS, qui est aussi une chaîne payante. Et puis, je suis désolée, je ne vois pas du tout quoi ajouter là. Non, il n'y a pas de souci, je le couperai là, je mettrai. Donc, je reprends la question. Du coup, Anna, en France aussi, est-ce que cette série on peut la voir sur une chaîne payante et est-ce qu'il y a eu des échos par rapport à la série? Oui, alors c'est une chaîne qui a aussi eu de très bonnes critiques dans la presse et pas seulement en Italie en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a finalement elle a convaincu un panorama politique relativement large. Et par exemple en France, elle a obtenu autant les louanges d'un journal comme Marianne que du quotidien Le Figaro, ce qui peut paraître assez étonnant parce que c'est vraiment une série qui parle de politique et donc c'est assez étonnant que ça séduise autant de points de vue différents. Mais la réalité finalement de la série, c'est aussi qu'elle critique l'ensemble d'un système qui a transformé finalement la vie politique italienne depuis les années 90 et ça explique peut-être ce relatif consensus dans la presse. En tout cas, c'est vraiment une série qui a été plébiscitée par la presse européenne et qui a reçu vraiment des critiques très très positives. Alors justement, maintenant, peut-être on peut rentrer dans la série elle-même, puisque ce n'est pas une série documentaire sur la montée au pouvoir directement de Berlusconi, mais c'est une série fictionnelle où on suit plusieurs personnages qui gravitent autour un petit peu de Berlusconi et cette idée-là. Oui, exactement. Alors en fait, la série, l'objectif, c'est quand même vraiment de raconter la montée de Berlusconi au pouvoir. Donc finalement, Berlusconi, c'est quand même le personnage central de la série. Mais on met beaucoup, beaucoup de temps à le voir sous forme humaine. On en parle, mais on met beaucoup de temps à le voir apparaître dans la série, clairement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la série, elle repose sur les parcours de 5 personnages de fiction, donc 5 hommes et femmes italiennes et italiens qui sont donc des personnages de fiction et qui vont permettre un peu de comprendre le contexte social, politique, économique et médiatique italien des années 90 qui va amener Silvio Berlusconi au pouvoir.
Donc, parmi ces personnages-là, donc il y a vraiment 5 personnages très importants. Le personnage principal, c'est Leonardo Noté. Donc, c'est un publicitaire qui se fait recruter par Publitalia, qui en fait est une filiale qui appartient au groupe Fininvest de Berlusconi. Et son rôle, à l'origine, c'est de vendre des espaces publicitaires sur les chaînes télé de Berlusconi, qui sont donc Canale 5, Italia Uno ou Rete Quattro. Et donc, tout au long de la série, Leonardo Noté, en fait, va s'affirmer d'abord à travers ses talents de publicitaire, puis ensuite à travers l'affirmation d'un nouveau rôle qui va se construire, celui de communicant politique auprès de Silvio Berlusconi. En fait, l'objectif de Noté va se préciser petit à petit, puisqu'il va vraiment vouloir devenir le spin doctor de Silvio Berlusconi, et selon la série, parce que là c'est vraiment, pour le coup c'est purement fictionnel, selon la série c'est vraiment Leonardo Noté qui a l'idée de pousser Silvio Berlusconi dans la voie du politique. D'ailleurs, Leonardo Noté, son personnage fait ouvertement référence au publicitaire Jacques Séguéla et à la campagne de François Mitterrand qui avait été réalisée avec son aide. C'est vraiment son modèle. Et vraiment, c'est le personnage clé de la série qui va faire le lien entre toutes les intrigues, qui va circuler d'un domaine à l'autre, du domaine, bien sûr, médiatique au domaine politique, mais aussi du domaine économique au domaine politico-judiciaire, parce qu'on verra qu'il va être lié à différentes affaires. Donc, en fait, il va vraiment être le fil conducteur de la série et il va vraiment permettre d'avoir une idée générale, de comprendre l'ensemble du contexte. De fait, il est très présent à l'image, on le voit beaucoup, parce que c'est vraiment, il est essentiel pour que la série, en fait, suive son cours. Et il est interprété justement par l'acteur Stefano Accorsi, dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment le porteur de la série. Et donc, je le redis, qui est un acteur vraiment très célèbre en Italie. Et donc, ça a probablement aussi joué dans le succès de la série par la suite. Autour du personnage de Noté, donc, qui est joué par Stefano Accorsi, on suit aussi une jeune femme qui s'appelle Veronica Castello. Alors, elle rêve de faire carrière à la télé berlusconienne et c'est vraiment l'archétype, en tout cas dans les premiers épisodes, de la femme visible sur les chaînes télévisées de Silvio Berlusconi dans les années 90. Donc, elle est vraiment à l'image de ce que la télé berlusconienne veut montrer des femmes. Même si petit à petit on va la voir évoluer, on va voir notamment qu'elle va pouvoir utiliser son apparente superficialité à son avantage pour gagner du pouvoir et pour entrer en politique. Donc on la voit aussi évoluer dans différentes sphères et on voit bien ce qu'elle représente aussi la société italienne. C'est vraiment, en fait, finalement, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais finalement, chacun des 5 personnages là dont je parle, chacun des 5 personnages principaux, c'est vraiment un archétype des transformations politiques, économiques, culturelles et sociales qui traversent l'Italie des années 90. Et Veronica Castello, c'est vraiment l'archétype de la femme vue et présentée par la télé berlusconienne. La série, elle raconte aussi le parcours d'un autre personnage qui s'appelle Pietro Bosco. Donc Pietro Bosco, c'est un ancien militaire qui revient de la guerre du Golfe. Alors lui, c'est un personnage particulier puisqu'il est clairement issu d'une famille modeste, on le montre dès le départ. Et en fait, il est intéressant parce qu'il devient rapidement député pour un parti qui a été fondé à la fin des années 80 qui s'appelle la Ligue du Nord, la Lega Nord. Donc c'est un parti nationaliste et souvent xénophobe qui est mené par un homme qui s'appelle Umberto Bossi. Et finalement, à travers le personnage de Pietro Bosco, on voit bien l'évolution, le parcours que peuvent avoir ces nouveaux hommes politiques non professionnels, issus de milieux très variés et qui entrent en politique en Italie au cours des années 90, à travers la montée en puissance de nouveaux partis, donc comme la Lega Nord, mais aussi comme le Forza Italia de Berlusconi, dont on reparlera plus tard. Donc partis qui vont vraiment défier le système politique traditionnel italien qui était jusqu'à présent mené par la démocratie chrétienne et par le Parti socialiste. Alors, on a 2 autres personnages encore qu'on suit de manière un peu secondaire, mais qu'on voit dans chaque épisode. Il y a Luca Pastore, qui est un policier qui travaille aux côtés d'un magistrat qui, lui, a vraiment existé. Donc, j'y reviendrai, il y a quand même un mélange entre des personnages de fiction et des personnages publics ayant réellement existé. Et donc, Luca Pastore, c'est un policier qui travaille aux côtés du magistrat Antonio Di Pietro,
sachant qu'Antonio Di Pietro a donc réellement existé. C'était le magistrat en charge de l'opération Manipulité qui visait donc à dévoiler les scandales de corruption dans lesquels étaient impliqués de nombreux hommes politiques à partir de 1992. Et donc, à travers le personnage de Pastor, on entre en fait dans l'opération Manipulité et on peut observer les différents mécanismes qui ont été utilisés par Di Pietro et son équipe pour faire tomber donc les différents hommes politiques et industriels italiens à partir de 1992. Et puis il y a donc un dernier personnage qui permet à la série donc d'offrir encore un dernier point de vue sur la période des années 90, c'est le personnage de Beatrice Maniaghi, qui est dite Bibi dans la série, on l'appelle Bibi. Elle, c'est la fille d'un grand industriel milanais qui travaille dans le secteur pharmaceutique. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que donc, le père de Bibi, ce grand industriel, il est impliqué dans différentes affaires de corruption, mais il est aussi impliqué dans un scandale lié au sang contaminé. Et ça va permettre, en fait, à travers l'histoire de la famille de Bibi et donc de son père, de ses liens avec son père, on va pouvoir aussi observer les différents liens qui sont mis à jour par le scandale Tangentopoli entre économie et politique, mais aussi les conséquences de ces différentes affaires de corruption sur le contexte sanitaire des années 90 et notamment le développement du sida. Donc, ce qu'il faut voir juste après avoir observé ces 5 personnages principaux, c'est qu'en fait, la galerie de personnages dans la série, elle est vraiment immense et ces personnages, ils sont entourés par de très, très nombreux personnages secondaires qui pour la plupart sont des personnages de fiction, mais qui, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est vraiment important, sont aussi entourés d'acteurs jouant des personnages publics ayant réellement existé, ce qui va permettre finalement aux personnages principaux de la série de s'insérer dans un contexte qui est un contexte historique et politique qui va apparaître extrêmement réaliste. Oui, j'allais y venir. Justement, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites là, c'est qu'on est véritablement sur une série de fiction qui parle de Berlusconi, qui parle du système berlusconien, mais en fait, Berlusconi, on le voit peu, on voit ses idées qui sont mises en avant par Noté, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on vous écoute et qu'on voit la série, on se rend compte qu'on est une vraie série politique à la House of Cards, où finalement, on a des personnages très cyniques, prêts à tout pour y arriver. Oui, exactement. Et d'ailleurs, Stefano Accorsi, qui est donc le porteur de la série et qui a été interrogé par de nombreux journaux là, dans le cadre de cette série, il reconnaît clairement l'affiliation à House of Cards, la référence. Il considère en effet que c'est une série qui veut démonter un peu les mécanismes du pouvoir politique et dénoncer l'opportunisme qui peut exister donc dans la vie politique actuelle. Finalement, on se retrouve avec des personnages de série qui sont fondamentalement ni bons ni méchants, et l'objectif des scénaristes, ça va être vraiment de montrer à quel point chacun des personnages va réagir à un contexte, à des circonstances. Mais en effet, la série, elle est quand même relativement cynique, et c'est quand même une profonde critique du système politique et économique italien. Tous les personnages apparaissent vraiment corruptibles. Ils sont très loin de la perfection et on a d'ailleurs parfois du mal, en tout cas dans la première saison, à s'attacher à eux parce que c'est quand même une vision extrêmement noire de la société italienne des années 90, donc bien sûr du milieu politique, mais aussi de la société en général. J'espère que j'aurai le temps de donner quelques exemples tout à l'heure, mais en tout cas, c'est quand même une vision très noire, très cynique. Il y a vraiment un objectif des scénaristes qui semble être celui de choquer quand même. On a des scènes qui sont moralement souvent difficiles, parfois violentes. On a l'idée comme ça que les années 90 et notamment le milieu berlusconien seraient guidés par l'arrivisme, l'opportunisme, la superficialité, le goût du luxe, du sexe sans limite. On a l'impression vraiment que c'est un monde où les individus ont peu d'état d'âme. Et de fait, en effet, c'est vraiment une série qui se présente comme ayant un objectif clairement politique et moral. Il y a vraiment l'idée de dénoncer la montée au pouvoir de Berlusconi, mais aussi de dénoncer tout le contexte qui a mené à ce pouvoir. Et finalement, on se retrouve dans une série qui explore une face très, très sombre de l'Italie et qui dénonce profondément tout ce qui ne lui a pas semblé acceptable dans les années 90.
Donc oui, il y a cette idée d'être dans la lignée de séries comme House of Cards ou en France comme Baron Noir. Après, la différence avec ces séries-là, c'est quand même qu'avec 1992, on est vraiment dans un contexte réaliste. Hein. On n'est pas du tout hors sol comme dans les deux séries que j'ai citées. Là, on est vraiment dans une série qui s'inscrit dans un contexte politique, économique, social et culturel qui a vraiment existé. Et en fait, on a une fiction qui, à travers son objectif politique et moral, veut vraiment, enfin, on a vraiment l'impression qu'elle veut participer à la construction de la mémoire collective italienne et que, en dénonçant, elle veut aussi raconter une période qui a bouleversé l'histoire des Italiens à travers donc la reconstitution de tout un contexte, de toute une ambiance. Donc, on est au cœur d'une période et d'une mémoire qui ont marqué les Italiens, et finalement à travers ce cynisme, la série cherche à retracer aussi une réalité. Alors oui, justement, hein, vous avez commencé à préparer tout à l'heure le terrain, j'allais dire, en présentant un petit peu cette année 1992. Pourquoi est-ce qu'elle est importante en Italie? Parce que nous, de l'autre côté des Alpes, on n'a pas ce regard-là. Alors est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce qu'on trouve en 1992 et pourquoi ça a été un séisme, un choc pour les Italiens et véritablement une rupture politique? Oui, alors c'est une rupture politique en fait, parce que donc la période de 1992 à 1994, les 3 années qui sont retracées par la série, c'est un tel bouleversement en fait pour la vie politique italienne qu'on parle souvent d'un passage d'une première à une deuxième république. Alors bien sûr, hein, ça s'est pas fait concrètement dans les institutions, mais en tout cas c'est les termes qu'on utilise pour montrer à quel point le bouleversement a été fort. Et en fait, c'est une période où le système italien des partis gouvernementaux, des partis traditionnels, a été totalement remis en cause par l'opération Manipulité dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Cette opération judiciaire donc qui a fait tomber énormément d'hommes politiques italiens, donc qui avaient été des personnes haut placées, hein, qui avaient eu le pouvoir. Cette opération judiciaire, elle a vraiment décrédibilisé les partis qui étaient en place, en particulier le Parti socialiste italien, le PSI. Et en mettant en cause ces partis traditionnels, et ben en fait, cette opération Manipulité, elle a aussi la voie à de nouveaux partis, dont les dirigeants et les partisans sont rarement des professionnels de la politique comme on avait l'habitude de le voir jusqu'aux années 90. Et donc ça, on le voit notamment, ce que je disais tout à l'heure, avec l'apparition de nouveaux partis comme la Lega Nord, donc le parti nationaliste d'Umberto Bossi, et Forza Italia, le parti qui va être créé par Silvio Berlusconi à partir de 1993 et qui va arriver au pouvoir donc en 1994. Alors justement, Anna, moi ce que je trouve hyper intéressant quand on vous écoute là, c'est de comprendre en quoi il y a eu une vraie rupture, c'est-à-dire qu'on passe d'un système ancien, j'allais dire, avec ces hommes politiques corrompus, pratiquement aussi par la mafia, hein, l'opération main propre, c'est clairement ça, par du coup un homme neuf qui arrive, qui est presque le sauveur dans tous les sens du terme, qui contrôle les médias. Il y a une analogie là aussi assez claire avec le président américain actuel, mais voilà, qui est Silvio Berlusconi. Alors ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé aussi dans la narration, c'est que on a, pour bien ancrer la série dans le réel, on a des insertions de moments clés qui sont des images documentaires, d'archives. Oui, alors ça c'est extrêmement intéressant. Donc l'objectif vraiment des scénaristes de la série, c'est de représenter une réalité. Hein. Ils veulent vraiment être au plus près de la réalité. Donc certes, ils vont utiliser des personnages de fiction, des arcs narratifs de fiction, en fait différents procédés scénaristiques fictionnels. Mais dans le fond, l'objectif c'est vraiment de représenter une réalité. Et pour ça, en fait, ils vont en effet énormément travailler sur le rôle des images. Et il y a toute une recherche d'archives d'images qui a été réalisée par les scénaristes pour la mise en place de cette série. Ils ont travaillé aussi étroitement avec un documentaliste chargé justement de cette recherche d'archives et avec le service de la RAI, la Techerai, qui est en charge de la conservation de la majeure partie des archives radiophoniques et télévisées en Italie. Et en fait, cette série, elle est marquée régulièrement par
par l'insertion d'archives télévisées qui ont marqué la mémoire collective des Italiens. Alors notamment, dans la première saison, on voit différents extraits des arrestations des hommes politiques, en particulier de Bettino Craxi, qui sont insérés donc dans les images de fiction. On va avoir aussi au tout début de la saison 1993 une scène qui a vraiment marqué les regards italiens, où on voyait une foule protester en jetant de l'argent sur l'homme politique Bettino Craxi qui fuyait alors à un grand hôtel, l'hôtel Raphaël à Rome. En tout cas, il y a énormément comme ça d'images télé, d'archives télé réelles qui sont insérées dans la série pour justement toujours replacer la fiction dans un contexte réaliste. Et puis, on a aussi l'idée qu'il faut reproduire des scènes réelles, des scènes qui ont marqué, en fait, encore une fois, la mémoire collective des Italiens. Alors ça, c'est probablement aussi pour des questions de droit, probablement que de droit et d'argent, probablement que les scénaristes n'ont pas pu avoir accès à toutes les images qu'ils auraient voulu montrer. Et du coup, ils ont reproduit, ils ont créé de fausses archives pour les insérer dans la série, et toujours pour faire ce rappel de la réalité, ce rappel du contexte historique réel dans lequel évoluent les personnages de fiction. Et de la même manière, ils utilisent énormément d'extraits d'archives de presse. On a un personnage secondaire qui est une journaliste qui est chargée de couvrir l'opération Manipulité, qui va énormément manier la presse, et on voit des vrais titres de presse circuler différentes images. Et en fait, à chaque fois, il y a cette idée qu'il faut faire appel à des souvenirs communs aux Italiens et participer toujours à cette mémoire des années 90 qui a vraiment bouleversé la vie politique en fait en Italie, et bouleversé la vie des Italiens tout court d'ailleurs. Alors, si on s'intéresse à la chronologie des faits, vous avez déjà commencé à le rappeler, il est aussi important de dire aux auditeurs que pour l'instant, la saison 3 est à peine diffusée depuis très peu de temps, et vous n'avez pas encore pu la voir en entier pour nous en parler. Alors, ça sera peut-être une suite à l'émission, mais la chronologie est scrupuleusement respectée avec un arc narratif qui suit année par année, ce qui permet de développer les faits. Oui, exactement. Alors en effet, moi j'ai pas pu voir la dernière saison, la 1994, parce qu'en fait elle est en ce moment même diffusée sur OCS, et donc elle n'est pas encore disponible en VOD. Donc elle est vraiment, elle est diffusée actuellement. Mais en effet, ce qui est intéressant, c'est que les scénaristes, ils ont vraiment voulu suivre, encore une fois, toujours dans la volonté en fait d'être dans le fait de montrer la réalité, de décrire la réalité, et donc un contexte historique particulier. En fait, ils ont voulu donc faire une saison par année, et pour ça, ils font même le parallèle dans leurs interviews entre ces 3 années et les 3 années de la Révolution française. Donc eux, ils considèrent qu'en 1992, c'est l'année de l'espoir, avec donc le début de l'opération Manipulité. Qu'en 1993, c'est l'année de la terreur, avec donc toutes les têtes qui vont tomber aussi au cours de cette opération. Et en 1994, la restauration, avec finalement l'arrivée au pouvoir d'un homme qui va justement énormément personnaliser ce pouvoir, et qui apporte pas forcément tant de modernité que ce qui avait pu être envisagé auparavant. Donc ils vont vraiment suivre cette chronologie-là, et la série, elle est marquée vraiment par la volonté de décrire toutes les anecdotes et tous les événements finalement qui marquent ces 3 années. Et d'ailleurs, la première saison, elle peut être parfois, surtout au début, un peu difficile à regarder. En tout cas, faut être quand même relativement accroché et concentré, dans la mesure où les premiers épisodes, on a vraiment une succession de noms d'hommes politiques et de dates qui se multiplient en fait au fur et à mesure des épisodes, pour montrer à quel point l'opération Manipulité a vraiment fait le ménage en quelque sorte dans la vie politique italienne. Donc il y a vraiment l'idée qu'on raconte les faits les uns après les autres, et on décrit le scandale et l'opération Manipulité petit à petit. Et donc c'est vraiment une série qui veut montrer des faits, en fait, qui veut montrer une réalité à travers une succession de faits, en décrivant tout ce contexte qui a bouleversé le monde politique, le monde économique, et puis le monde médiatique de l'Italie des années 90.
Justement, Anna, pour en venir au monde médiatique, c'est quand même intéressant parce qu'on a l'homme neuf, j'allais dire, le cavalier, hein, qui arrive au pouvoir en grande partie grâce aux médias qu'il contrôle, grâce aux chaînes privées qu'il contrôle. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant peut-être nous expliquer en quoi la série 1992 est aussi une critique des médias italiens? Oui, alors c'est ce qui m'a aussi intéressée d'ailleurs quand je me suis lancée dans la série, c'était que bon, certes ça raconte l'histoire politique de l'Italie, mais en fait à travers le personnage central de Leonardo Noté, ça raconte aussi l'histoire des médias italiens, qui a évidemment été bouleversée par l'empire de Silvio Berlusconi à partir de la fin des années 80. Donc juste pour rappel, l'histoire de l'audiovisuel italien, elle est très proche de celle de la France, hein, parce qu'elle a été marquée par un monopole public de l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70. Et finalement, dès la fin des années 70, dès l'ouverture à des stations radiophoniques et des chaînes télévisées privées, la figure de Berlusconi est apparue et a occupé rapidement une place très importante dans l'audiovisuel privé en Italie. Et en fait, quand commence la série, donc en 1992, Berlusconi, il contrôle déjà les principaux réseaux télévisés italiens privés, donc notamment avec les chaînes Italia Uno, Rete Quattro et Canale 5. Et il y parvient d'ailleurs d'autant plus facilement que le président du conseil, Bettino Craxi, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, dans les années 80, va favoriser en fait le développement de ces chaînes à travers une politique qui va assouplir les contraintes qui étaient jusqu'ici appliquées à la diffusion des médias privés. Et donc finalement, au début des années 90, quand la série commence, on a vraiment un duopole dans le paysage médiatique italien. On a d'un côté la RAI, l'audiovisuel public, et de l'autre côté les médias de la Fininvest de Berlusconi, qui en fait, donc ces deux pôles vont représenter les plus grosses audiences de l'audiovisuel. En fait, à eux deux, ils se répartissent 90% des recettes et de l'audience des chaînes télé dans les années 90. Donc on a vraiment un duopole très important. Et dans la série, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir d'une part que la télé en Italie dans les années 90, c'est vraiment un élément essentiel de la vie sociale, mais ça va aussi devenir un acteur politique majeur. En fait, au moment où le scandale Tangentopoli commence, c'est vraiment un moment où on a une multiplication de l'équipement des foyers italiens en télé et aussi une innovation profonde des contenus télé comme les talk shows. Et donc, du coup, on se retrouve aussi avec un nouveau rôle à jouer pour la télé et un nouveau rôle à jouer pour les personnes qui passent à la télé, donc notamment les hommes politiques. Et donc, on voit d'une part à quel point la télévision est vraiment, va devenir un acteur fondamental en fait, de la vie politique italienne à partir des années 90, et notamment à travers le personnage de la personnalité de Berlusconi. Et on voit aussi très bien dans la série le duopole entre, encore une fois, le public et le privé, avec notamment beaucoup de rappels et beaucoup d'archives d'une émission qui s'appelle Non è la Rai. Donc, en gros, ça veut dire ceci n'est pas la Rai. Et là, on voit clairement la défiance du groupe Berlusconi à l'égard de la télévision publique, qu'il considère comme monolithique et ringarde, et la volonté de Berlusconi de bouleverser en fait ce paysage audiovisuel traditionnel en Italie à travers de nouveaux contenus. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les talk shows, par exemple, et surtout une nouvelle relation aux téléspectateurs qui va quand même passer par toute une communication et une publicité, pas forcément explicite, mais qui clairement mise sur la vente de produits et non plus sur l'éducation et la culture, comme c'était le cas avec l'audiovisuel public. Alors justement, ce qui est intéressant, vous l'avez dit aussi avec un des personnages principaux, c'est que Berlusconi va changer la façon de faire de la télé, notamment pour les femmes. Hein, vous le disiez avec ces fameux talk shows. Alors là aussi, il y a une vision, on va dire, très machiste de la part de la femme, de sa représentation à la télé. Et ça, on le voit bien dans la série. Oui, alors cette critique justement des femmes telles qu'elles sont montrées par la télé, par les chaînes télé en fait du groupe Berlusconi, elle est notamment visible à travers le personnage de Veronica Castello dont je parlais tout à l'heure. En fait, Veronica Castello, elle joue
enfin, pardon, Veronica Castello, c'est un paysage qui, au premier abord, apparaît très stéréotypé. Mais en fait, c'est vraiment l'archétype de la femme telle qu'elle peut être véhiculée par les médias berlusconiens. Alors, à partir des années 90, mais en fait, encore aujourd'hui, parce qu'en fait, elle représente ces femmes qu'on appelle les vélinées et qu'on peut encore trouver parfois sur les chaînes de la télévision berlusconienne. Et en fait, les vélinées, c'est ces femmes qui seraient des potiches en petite tenue qu'on retrouve à l'arrière des plateaux, en arrière-plan des présentateurs, des animateurs, qu'on trouve en arrière-plan sur les plateaux donc des émissions qui sont produites par Mediaset et donc qui vont finalement diffuser cette idée que il faudrait diffuser une représentation sexuée et mercantiliste de la femme objet à travers donc la présence à la télé berlusconienne de femmes souvent très jeunes, parfois adolescentes, très peu habillées, mais qui, grâce à leur apparence, pourraient accéder à la réussite. En tout cas, c'est le message vraiment que les chaînes télé de Berlusconi veulent faire passer à travers ces femmes. Et en effet, il y a vraiment cette idée de la femme objet, cette idée d'une femme qui ne peut réussir qu'à travers son physique pour réussir en devenant une vedette de télévision. Et ça, c'est clairement représenté à travers le personnage de Veronica Castello. Alors justement, ce qui est intéressant aussi dans 1992, vous avez commencé à l'évoquer, c'est qu'on voit la manipulation par les médias de la société à travers toutes les chaînes privées du groupe Berlusconi, vous l'avez dit, avec notamment bien sûr des émissions qui sont pro-berlusconiennes, mais aussi des divertissements qui sont là pour attirer du public, donc avec les fameuses vélines. Et ça, la série, avec le personnage de Noté, le met particulièrement en avant. Oui, en effet, donc la série, notamment avec le personnage de Leonardo Noté, elle va vraiment, elle dénonce vraiment en fait ce qui est ce modèle qui est mis en place par Berlusconi et que Pierre Musso appelle par exemple l'Italie entreprise. L'idée en fait que finalement l'Italie désormais pourrait être managée par un industriel, donc Berlusconi. Et on voit très clairement dans la série la campagne de 1994, des législatives de 1994 se mettre en place à travers la mise en place de slogans, à travers la mise en place de logos qui, en fait, sont clairement des méthodes publicitaires. D'ailleurs, la série, elle est parfois assez didactique, c'est parfois un peu binaire la manière de présenter les choses, mais en même temps, ça a quelque chose aussi de très éducatif. Un des personnages le dit très clairement à un moment, il dit cette campagne, c'est la méthode Publitalia. Mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on est dans une télévision que Berlusconi veut moderne et qui mise tout sur la vente de produits et qui mise plus sur l'éducation et la culture comme c'était le cas auparavant. Et à travers le personnage de Noté, on a vraiment le lien entre campagne politique et campagne publicitaire qui se met en place et qui va réussir à porter au pouvoir Silvio Berlusconi en 1994. Et on a vraiment des situations assez édifiantes qui sont montrées par la série et qui sont des situations qui ont vraiment existé. Et notamment, on voit des membres de la Fininvest qui choisissent les futurs candidats aux législatives de Forza Italia par casting, en les faisant parler devant des caméras. Donc, c'est des personnes qui sont pas des professionnels de la politique et qu'on va choisir notamment sur leur physique. Donc, il y a vraiment quelque chose qui relève autant du domaine des médias et de la publicité que de la politique. Et c'est assez dérangeant et en même temps, c'est une réalité qui est vraiment clairement montrée par la série. Alors, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse, parce que ce que vous venez de dire là, ça se rapproche finalement de Berlusconi. On voit qu'il utilise la chirurgie esthétique, qui se balade au bras de belles femmes blondes, on va dire, et qui sont toujours très maquillées avec des robes hyper sexy. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Anna, de ce personnage qui est là sans être là totalement dans la série, mais dont l'ombre est en permanence autour des personnages principaux? Oui, ça c'est vraiment un élément qui est intéressant dans la série, c'est que Berlusconi, c'est le sujet de la série, puisqu'en fait, ce qu'on observe, c'est sa montée au pouvoir.
Donc, il est vraiment central dans la série. On en parle beaucoup. Il est finalement très présent. Mais en fait, on met beaucoup de temps à le voir apparaître. Et ça va éviter d'ailleurs une mythologie autour de son personnage. Puisqu'en fait, ce qui se passe dans la série, c'est qu'on voit d'abord ses idées et on voit d'abord tous les enjeux politiques et économiques qui vont permettre sa montée en puissance. Et en fait, ça va vraiment renforcer son aspect d'homme providentiel tel qu'il est vu notamment par le personnage de Leonardo Noté, mais tel qu'il a pu être vu par, par un certain nombre d'Italiens probablement dans les années 90. Et la série, elle insiste vraiment sur cette idée d'homme providentiel, à savoir que en fait, dans les premiers épisodes, on ne le voit même pas. Et puis petit à petit, on va voir des parties de son corps, d'abord ses pieds, après on va le voir de dos, etc. Et en fait, c'est qu'à la fin de la deuxième saison, vraiment, qu'il commence à être très présent à l'écran. Et a priori, dans la dernière saison, il l'est beaucoup plus, évidemment, parce que c'est la saison où il arrive au pouvoir. Mais du coup, finalement, ça met beaucoup plus, enfin, la série, elle met beaucoup plus en valeur ses idées, en fait, la forme de sa campagne, le contexte dans lequel il arrive au pouvoir et puis les méthodes qu'il a pu utiliser, beaucoup plus que sa personnalité qui, jusqu'à présent, avait été beaucoup plus mise en valeur dans les productions italiennes, notamment dans le film de Nanni Moretti, Le Caïman, ou dans un des derniers films de Paolo Sorrentino, mais j'ai un trou sur le nom, là, mais bref, en tout cas, c'était beaucoup plus cette personnalité qui avait été mise en avant. Et là, dans la série, on est beaucoup plus sur le contexte et comment on a pu arriver au pouvoir de cet homme-là et quelles idées ont pu arriver au pouvoir beaucoup plus que on est beaucoup plus sur les idées que sur l'individu en fait. Oui, ça c'est justement assez intéressant. Alors j'allais vous demander maintenant, Anna, qu'est-ce qu'on pourrait en retenir de cette série 1992 en conclusion? Pourquoi c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast Histoire en série, de la regarder pour comprendre un contexte, pas seulement politique, pas seulement historique, mais c'est aussi un vrai changement social et sociétal que propose d'étudier la série. Oui, ce qui est vraiment intéressant dans la série, c'est qu'elle veut vraiment reconstituer une réalité à la fois visuelle et sonore. Et finalement, en fait, elle reconstitue des événements de l'histoire contemporaine de manière vraiment réaliste. Donc certes, elle utilise des procédés fictionnels, je l'ai déjà dit, à travers les personnages principaux, à travers aussi différents arcs scénaristiques, puisqu'en fait, il y a tout un tas de petites anecdotes propres aux personnages de fiction qui se déroulent à côté de la grande histoire. Mais finalement, là, on a vraiment une petite histoire justement qui est au service en quelque sorte de la grande histoire. Et on a l'idée en fait qu'il y a un message politique que les scénaristes veulent porter bien au-delà en fait de leurs personnages de fiction. Il y a vraiment encore une fois l'idée de dénonciation morale. Et finalement, il y a cette idée qu'on veut comprendre comment on a pu laisser arriver au pouvoir donc ces partis qui remettaient complètement en cause le système traditionnel italien et qui encore aujourd'hui se développent en Italie, puisque clairement dans les interviews, Stefano Accorsi fait aussi référence à l'actuel mouvement des Cinque Stelle, les 5 étoiles, qui a été fondé par Beppe Grillo et finalement qui repose aussi sur cette idée qu'il faudrait se confronter aux partis traditionnels et renouveler le paysage politique italien. Donc il y a vraiment une volonté aussi de faire comprendre l'histoire actuelle en remontant le temps et en racontant un contexte politique tel qu'il s'est mis en place à partir des années 90. Et puis vous le disiez tout à l'heure, ça permet aussi de comprendre le contexte d'autres pays, et notamment bien sûr, on a toujours l'image de Trump qui est quand même également, qui a aussi accédé au pouvoir à travers le grand empire industriel qu'il avait pu monter aux États-Unis. Oui, je pense qu'il y a clairement des analogies intéressantes entre Berlusconi et Trump dans la façon d'utiliser les médias, d'être un homme médiatique, j'allais dire aussi au niveau des femmes peut-être, mais je pense que votre analogie sur le mouvement des Cinque Stelle actuel est aussi valable puisqu'on a l'impression que 25 ans après ou 20 ans après, l'histoire bégaie en Italie avec cette idée-là qu'il faut changer le monde politique. C'est exactement ce que montre, je pense, la série. Et
et ce qu'a voulu faire Berlusconi pour se faire élire dans les années 1990. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que son système est arrivé au bout aujourd'hui. Anna, je vous remercie. Alors, je rappelle à tout le monde que vous nous donnez, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie complète qu'on peut retrouver sur le site de notre partenaire nonfiction.fr avec les liens vers les émissions, avec un résumé aussi de l'intervention qui vous permettra, j'espère, de comprendre les points essentiels de cette série, dont Anna nous a bien dit que la saison 3 était en actuelle diffusion, donc elle va passer bientôt en VOD, et j'espère que vous pourrez la regarder parce que c'est une série très intéressante sur l'Italie, et on l'a peut-être pas évoqué non plus, mais peut-être un petit mot Anna pour la fin, c'est aussi de façon différente, mais dans la lignée des séries comme Romanzo Criminale et ou Gomorra, qui ont eu un fort succès en Italie. Oui, on est vraiment dans cette lignée des séries qui vont montrer une face sombre de l'Italie et qui petit à petit se développent justement pour, encore une fois, voir un peu, observer un peu le contexte actuel en Italie à l'aune des décennies précédentes, souvent de manière très critique. Bien, écoutez, j'espère que ça donnera aux auditeurs l'envie d'aller voir autre chose que des séries allemandes qu'on a présentées ou américaines. J'espère aussi. Voilà. Anna Tible, je vous remercie et j'espère vous Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.